Bon, alors, re-bienvenue dans ces tutoriels sur les blueprints dans Unreal. Dans le dernier tutoriel, on avait parlé de comment faire les manipulations de base dans l'éditeur de blueprint, comment créer des liens entre les différentes nodes, c'était quoi les différences entre les catégories de liens différents, euh, naturellement comment créer des fonctions, comment créer des événements, puis surtout comment gérer le flow du blueprint avec l'aide de différentes nodes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce savoir-là dans le contexte de l'exercice qu'on avait à faire en cours, c'est-à-dire ouvrir une jolie porte, comme celle-là ici, puis qu'elle s'ouvre et qu'elle se referme par la suite. Mais avant de se lancer dans l'exercice, j'aimerais juste qu'on parle de deux choses particulières qui vont être très utiles dans toutes sortes de situations. Il y a une des deux choses qui s'applique à l'exemple de la porte spécifiquement, mais les deux sont quand même très importantes à savoir. Premièrement, j'aimerais qu'on parle des tableaux. Des tableaux qui sont des structures très utiles parce que ça vous permet de stocker plein de choses à un endroit. Par exemple, si vous avez des ennemis dans un niveau et que vous voulez que tous vos ennemis soient facilement accessibles, ben, vous pouvez les mettre dans un tableau. Ce serait un tableau qui s'appellerait par exemple All Enemies, puis vous auriez tous vos ennemis dedans. Puis soudainement, si vous voudriez faire quelque chose à tous les ennemis du niveau de manière simultanée, ben, vous pourriez juste faire un for each sur votre tableau d'ennemis. Hein. Supposons que ça c'est votre tableau d'ennemis ici. Vous pouvez le prendre, faire un for each dessus. Puis après ça, avec notre loop body, comme on l'a vu juste là, vous pourriez exécuter un code en particulier. Ça va? Ça, c'est comme les tableaux sont très utiles, on veut savoir comment s'en servir. Les tableaux, c'est comme une variable. Hein? Fait qu'on peut faire un get sur le tableau ou on peut faire un set. Quand vous le traînez comme ça ici, si vous faites un set sur le tableau, par contre, ça vous permet juste de remplacer le tableau complet par un autre tableau. C'est pas tout à fait ce qu'on veut faire la majorité du temps. C'est pour ça que quand vous prenez le tableau, puis la node ici, puis que vous la tirez, vous allez obtenir ce menu contextuel dans lequel vous allez trouver Utilities, Array et toutes les fonctions qui sont spécifiques au tableau. Un aperçu des plus utiles, là, vous avez add qui vous permet d'ajouter un élément dans le tableau. Vous avez le get qui vous permet d'ajouter un élément, pas d'ajouter, excusez-moi, de retrouver un élément spécifique du tableau, puis ensuite de pouvoir le manipuler. Euh, Vous avez length, comme ça, qui va vous permettre d'obtenir la longueur du tableau. C'est très pratique quand vous voulez savoir, par exemple, dans le cas d'un tableau All Enemies, mais si la longueur du tableau All Enemies est de 0, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ennemis. Hein? Donc, vous pouvez vous en servir de plusieurs manières. Fait que c'est très utile de savoir c'est quoi la longueur d'un tableau en particulier. Puis, là, naturellement, il y a toutes sortes de choses. Fait qu'il s'agit juste, si vous avez des questions ou des questionnements sur les choses que vous pouvez faire, mais quand vous allez dans Utilities, Array, en tirant sur un tableau, vous allez trouver, en plaçant votre curseur sur la fonction, une description de l'utilité de cette fonction-là. Par exemple, Clear, ça vous permet de retirer tout le contenu d'un tableau en particulier. Ça, c'est pour les tableaux. Maintenant, deuxième chose très importante dont on va parler, les variables que vous allez faire. Euh, Généralement, ben oui, on utilise des booléens, des floats, des entiers, des bytes, des strings, mais on utilise beaucoup de variables qui sont complexes. Ce que j'insinue par complexe, c'est que ben, un entier, c'est une valeur qui est une valeur entière. Hein? C'est pas très compliqué. Tandis qu'un vecteur, par exemple, ben, dans le cas de Unreal, c'est un vecteur qu'on va ici, mon vecteur. Dans Unreal, un vecteur, ça contient trois floats. Alors, un float pour X, un float pour Y, un float pour Z. Si vous allez dans Unity, puis que vous allez dans votre script, vous pouvez faire vecteur 3, V est égal à new, vecteur 3, 3.0f, 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 comme ça ici. Comme ça, sur la ligne d'après, ben, vous pouvez faire, vous vous rappelez, là, on avait déclaré un float ici plus tôt, ben, on peut faire f égale à v.x, comme ça. Ça, si on sauvegarde, ça marche. OK, il ne devrait pas y avoir de problème.
c'est super de pouvoir faire ça parce que ça vous donne un accès direct à la valeur x du vecteur 3. Toutefois, ben, dans Unreal, c'est un peu plus compliqué, hein. Si vous sortez, vous faites un get sur votre vecteur, mais quand vous tirez, comment on fait pour aller chercher la valeur x? Je ne peux pas juste taper x comme c'est ici. Voyez-vous, on n'a pas d'option quand on tape x qui nous donne que le x. Si vous voulez séparer votre vecteur, il y a deux façons de s'y prendre. La première, c'est de faire un break. Fait que vous tapez le mot break, puis voyez-vous, il y a l'option break vector qui va apparaître. Ça va prendre votre vecteur, puis ça va le séparer en ses composants. Dans un même ordre d'idée, vous pouvez faire un clic droit. Puis là, c'est pas juste sur un vecteur. Là. Par exemple, si j'avais mon spawn actor from class, qu'on utilise souvent, c'est ici. Voyez-vous le spawn transform? Je pourrais faire un clic droit et faire split struct bin. Quand vous faites ça sur cette option, ça va prendre votre variable puis ça va la séparer en ses composantes pour que vous puissiez directement accéder aux composantes sans avoir à passer par un break. Dans un même ordre d'idée, ben, il y a le contraire. Quand vous avez une variable, par exemple j'ai un float, je pourrais faire un make vector, comme ça. Et quand vous faites ça, ça vous permet ensuite d'ajouter les autres variables, puis de faire quelque chose avec le résultat. Par exemple, si je voulais avoir exactement le même vecteur, mais avec une translation de 50 sur l'axe des Z, je pourrais prendre ça ici, faire float plus float, ajouter 50, brancher cela, et j'ai le même vecteur, mais avec une translation de 50 sur l'axe des Z. Alors, ça c'est très 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 utile de savoir comment ça fonctionne, puis ça s'applique à tous les types complexes. Je pourrais créer une variable, l'appeler test, lui donner n'importe quel type, c'est pas important, celui-là. Puis, dans le tutoriel, la prendre, faire un break. Bon, là ça c'est un type de variable qui n'a pas de composante. Je m'en excuse. Admettons qu'on va prendre ça. Voilà. Ça c'est pas important. On va fermer. OK. Je vais prendre test. Break. Voilà. Fait que, voyez-vous comment... Oh, je crois qu'on a un petit problème graphique. Je m'en excuse. Je corrige à l'instant. OK, super. Encore une fois, je m'excuse des brefs problèmes techniques. Alors, voyez-vous comment maintenant j'ai fait un break sur ma variable de type Depth Field Glow Info, puis ça me donne ces quatre composantes-là que je peux prendre, puis après ça, je m'en servir à ma guise. Puis, encore une fois, je pourrais faire un clic droit, faire split, puis ça me le séparerait tout de suite, comme ça ici. Alors, vraiment, quand vous avez des variables, juste gardez en tête que vous pouvez les modifier comme vous voulez. Pas les modifier, pardon, mais les séparer puis les réassembler comme vous voulez. Puis c'est vraiment important dans le contexte de l'exemple de la porte qui s'ouvre parce qu'on va s'en servir. Alors voilà, ça, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va faire ouvrir la porte. Pour ouvrir la porte, moi, je vais me servir d'autre chose maintenant. Au lieu d'aller dans mon blueprint ou de prendre la porte et de créer un blueprint avec, on va utiliser une autre sorte de blueprint juste pour que je puisse vous introduire à ce blueprint-là. On va utiliser le level blueprint, ce blueprint-là ici. Qu'est-ce que le level blueprint? En fait, le level blueprint est un blueprint qui est spécifique à chaque niveau. Chaque niveau, tous les niveaux en ont un et un seul. Et ce blueprint-là peut contrôler toutes sortes de trucs. Généralement, on s'en sert pour quand il y a des événements spécifiques au niveau, etc. On ne va pas créer des blueprints entiers pour gérer l'événement. On fait ça dans le level blueprint tout simplement. Vous voyez ça un peu comme si vous aviez un objet que vous aviez appelé level control, puis que vous aviez mis dans votre scène dans
euh, Unity. OK, c'est comme si on faisait un GameObject, createEmpty, qu'on appelait comme ça. Level control. Qu'on enlève le reste. Voilà. Fait que ça ici, si vous avez ça dans un niveau, c'est un peu la même chose. OK? Fait que si vous, quand c'est dans Unity, il faut créer cet objet-là, cet objet qui crée le niveau complet, tandis que dans Unreal, il vous est fourni par défaut, c'est le level blueprint. Donc, ce qui est cool avec le level blueprint, c'est que vous pouvez prendre des objets qui sont dans la scène, puis simplement les traîner dedans, comme ça ici, pour avoir une référence directe. Maintenant, à chaque fois qu'on prend ça puis qu'on traîne le lien, ça va directement mener à cette porte-là ici. Dans mon cube, si je voulais faire ça, je ne peux pas prendre la porte et la traîner comme ça ici. Si vous vouliez vraiment avoir accès à cette porte-là spécifiquement, ce qu'il faudrait faire, ce serait créer une variable de type porte, pas porte, excusez-moi, on va l'appeler porte, mais de type, là, ça ici, quand vous regardez le type, c'est static mesh actor. Fait qu'il faudrait que je tape static mesh actor, comme ça. Puis, une fois que ça c'est fait, il faudrait la mettre publique, comme ça ici, avec editable. Je compile, je vais la mettre avec tutoriel avec le reste, je recompile. Là, voyez-vous comment, quand vous cliquez sur votre cube, notre blueprint, ben, soudainement, porte, je peux juste cliquer sur la pipette, puis, hop, lui donner la porte directement. Fait que maintenant, dans mon blueprint, ce cube-là, cette instance du blueprint-là, va savoir que la porte à laquelle il fait appel, c'est cette porte-là. Okay. Quand vous voulez faire la communication entre les blueprints ailleurs que dans le blueprint, ça peut être un peu plus long parce qu'il faut faire des étapes de mise en place additionnelles. Bon, encore une fois, pour ouvrir la porte, c'est pas important. Là, on a notre référence. J'aimerais qu'on s'attarde à la porte elle-même. C'est quoi son état initial et son état final quand on l'ouvre? Bien, la porte à la base, son angle de rotation, c'est 0, 0, 0. Vous voyez que son pivot est en bas à droite ici. Puis mettons qu'on veut qu'elle ouvre jusqu'à 140 degrés, comme ça. Ce qui me semble raisonnable. Fait que 0, 140, 0, 140. Okay. Pour illustrer ça, ben, la porte, elle va s'ouvrir puis elle va se fermer. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va créer deux événements. Custom event. Comme ça. Event make door open et event make door close. Comme ça. On veut un événement qui ouvre la porte, un événement qui la ferme, tout simplement. C'est quoi les états finaux pour la porte? Ben, il y en a une où la rotation en Z s'est rendue à 140, puis l'autre, ben, la rotation est à 0. Alors, si je traîne ma porte comme ça, je peux faire set actor rotation, comme ça. Puis, quand la porte elle ouvre, la porte se rend jusqu'à 140. On est d'accord là-dessus. Puis on va le prendre, on va le copier, hop, voilà. Ensuite, ça, on prend la rotation, on la met à 0 parce que ça retourne à 0. Et là, juste pour montrer ce qui va se passer, on va mettre ça dans le begin play. Le begin play ici, c'est un substitut. Ok, ça pourrait être n'importe quoi, c'est pas important. Le but, c'est que notre begin play, et là, on va utiliser une autre note utile, on va utiliser le délai. Ok, fait que ça, le délai, c'est simplement une attente dans le temps. Alors, on va mettre ça à 1. Fait qu'après une seconde, on veut exécuter cet événement-là. Fait qu'on va traîner ici. On va faire make door open, comme ça. Donc après une seconde, on va exécuter ça. La porte va s'en aller jusqu'à 140. Puis après ça, une fois que ça c'est fait, après un autre délai, 3 secondes. On veut exécuter make door close. Alors on traîne make door close. Comme ça. Fait que là, notre comportement de porte est pseudo-fait. Vous voyez, si on compile, puis qu'on fait play, qu'est-ce qui arrive? Hop.
une seconde, 3 secondes. Et vous voyez, la porte elle est ouverte, puis elle est fermée. Ça a obtenu le comportement qu'on voulait. Là, naturellement, on ne veut pas que ce soit exécuté d'une shot. On veut que la porte s'ouvre sur une plage de temps. C'est à ces moments-là, que quand vous voulez faire quelque chose qui s'exécute dans le temps, qu'on va utiliser une autre node qui est super cool, qui s'appelle la timeline. Donc, timeline, comme c'est ici, make door open. À quoi ça sert une timeline? Une timeline, c'est très simple. Quand vous exécutez une timeline, la timeline va, pendant un certain laps de temps, à chaque frame, exécuter un code relié à son exécution update. Puis quand elle est finie, elle va continuer avec finish, comme ça ici. Alors, moi, je veux que pendant un certain nombre de temps, à chaque frame que la porte, sa rotation augmente un peu plus. Les timelines vous donnent la possibilité d'affecter des variables avec le temps. Je m'explique. Si vous double-cliquez sur la timeline, vous allez pouvoir ajouter des float tracks, des vector tracks, des event tracks ou des color tracks, comme ça ici. Il y a plusieurs choses que vous pouvez affecter comme ça. Pensez à comme quand on a fait des courbes dans Maya ou en affectant des courbes dans PopcornFX. C'est un peu la même chose. On veut juste que la variable change avec le temps. Fait que pour ce faire, on va créer un nouveau float track, fait qu'une nouvelle variable de type float qui va changer avec le temps. On va l'appeler Z de la porte. Non, pardon. Rotation en Z de la porte. Okay, fait qu'on lui donne un nom assez avancé pour qu'on soit capable de bien voir de quoi il s'agit. Et on va ajouter deux keys. Fait que 1 à 0, 0. Puis mettons que là, ça va prendre 2.5 secondes pour que la porte elle ouvre. 2.5, comme ça ici. Okay. Nous, ce qu'on veut, c'est que à 2.5, la valeur en Z soit 140. On est d'accord là-dessus. Fait qu'on écrit ça ici. Et que à 0, la valeur soit 0. Je sauvegarde. Event. Ça n'a pas sauvé le nom de ma piste. Rotation en Z de la porte. Voilà. Ça devrait l'avoir sauvé. Rotation en Z de la porte. Puis là, je veux prendre ça. Puis je veux que ma rotation en Z de la porte, à chaque frame, ce soit la nouvelle rotation de la porte. Mais là, je ne peux pas traîner le vert au violet comme ça. Fait qu'il faut qu'on utilise le truc qu'on a vu tantôt. Fait que je prends ça, je fais un clic droit, je fais split, pin, et là, je peux prendre ça, l'amener ici. OK? De même façon, je pourrais, à la place, fait que là, si j'enlève mon lien, puis que je fais recombine struct, je pourrais tirer, faire make, rotator, puis traîner ça dans Z juste ici. C'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, dites-vous seulement que ce serait, si admettons, vous vouliez prendre ce vecteur-là puis l'utiliser ailleurs, c'est là que vous allez faire un make plutôt que de simplement prendre la rotation qui est ici, puis de la briser. OK? Si jamais vous voulez réutiliser ça ailleurs, mais là, c'est bien parce que vous pouvez tirer ici, tandis que si on fait juste faire un split, puis que vous branchez directement dedans, et bien là, on ne peut plus prendre la rotation après. Il faudrait faire un make en quelque part. Fait que c'est une petite nuance, mais c'est quand même une nuance importante à comprendre. Fait que là, on va voir. On va juste débrancher le délai ici pour refermer la porte. Puis on va voir ce qui se passe. OK? Ma porte qui va se faire updater à toutes les frames une fois que la timeline va être partie pour que le Z de la rotation augmente. Fait que là, play. Après une seconde, wow, la porte elle ouvre, de manière graduelle, c'est super cool, on adore ça. Ça a exactement donné ce qu'on voulait. Fait qu'une fois que ça c'est fait, ben, pour la fermer, tout ce qu'on a à faire, c'est le contraire. Fait qu'on tire ça ici, on va faire une autre timeline. OK,
Alors, update, voilà. Là, ici, cette timeline-là, c'est le contraire, hein? Elle part de 140, puis elle se rend jusqu'à 0. Fait que 140, oups, pas le temps, la valeur. Alors, 140, 8.5, ça se rend jusqu'à 0. Voilà. Puis là, make door close, comme ça ici. C'est super. Même chose que tantôt, on prend ça, on split, on traîne la porte dedans. Et là, ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Mais on veut que la porte commence à se fermer 3 secondes après qu'elle ait fini de s'ouvrir. Fait que c'est là qu'on va prendre le finish de notre timeline. Parce que cette note, ça ici, ça va sortir quand la timeline va être terminée. Alors, on peut mettre ça là, prendre finished, on branche, on compile, et on va voir ce que ça donne. On attend une seconde, la porte s'ouvre, on attend 3 secondes, puis une fois que les 3 secondes sont passées, la porte se referme, comme ceci. Naturellement, ça c'est des valeurs euh, temporaires, hein. Vous pouvez mettre quelque chose qui est un peu plus vivant. Vous pouvez même dans la timeline, là j'ai mis 2 valeurs, là, mais vous pouvez avec la timeline hein, ajouter vous pouvez ajouter des tangentes aussi là, pour que ça courbe, là, parce qu'en ce moment ça c'est juste une courbe linéaire, mais ce genre de choses-là, c'est toutes des affaires que vous pouvez modifier à même votre merveilleuse que vous avez quand vous cliquez sur une clé comme c'est ici. Vous pouvez changer de linéaire puis faire passer ça à auto, par exemple. Ça va donner des belles courbes que vous pouvez changer. Bref, si vous voulez jouer avec les timelines, c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Donc, alors ça, encore une fois, ça vous permet d'ouvrir la porte. Puis là, naturellement, l'idée, c'est que on ne met pas ça sur Begin Play, mais que vous le mettriez sur autre chose. On enlèverait le délai, on enlèverait le Begin Play. Puis là, ce serait quand le joueur appuie sur J, puis qu'il est à 200 cm de la porte, mais on ouvre la porte, par exemple. Fait que ça, faudrait juste faire cette partie-là en blueprint. Mais ça, c'est encore une fois, on l'a mis dans le level blueprint, mais vous pouvez le mettre dans n'importe quel autre blueprint aussi. C'est juste que la chose qui devrait changer là, pour que la porte se déplace, en fait, ce serait ça ici. Voyez-vous, la place qui dit SM door, puis qui fait appel à ça, on pourrait, encore une fois, prendre ça, aller dans mon blueprint, hop, voilà. Et ça ici, encore une fois, on va l'enlever. On va mettre porte à la place. On se rappelle que porte, on l'a sélectionné avec la pipette dans l'éditeur. Puis ça, je le fais pas trop, là, mais vous pouvez toujours prendre puis traîner, comme c'est ici, plusieurs choses vers autre chose. OK? La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est par exemple prendre le finish. Puis on peut pas, le finish, il ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Ça sort une fois seulement. Fait que, mais pour les valeurs de référence comme ceci, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le sortir plusieurs fois. Fait qu'une fois que hop, vous avez mis ça, puis là, on va mettre on va enlever ça ici, puis on va mettre un beau W pressed keyboard. Voilà. J'ai mis un W, mais ouais, W c'est pas super parce qu'on s'en sert pour se déplacer. Mettons, on va mettre keyboard. Voilà. Comme ça ici. Fait que quand quelqu'un appuie sur E, qu'est-ce qui arrive? Ben, make door open. En fait, est-ce qu'il y aurait une fonction pour obtenir la distance? Admettons que je prends moi. On va y aller avec le cube. Tiens, distance. Peut-être avec le root, distance. Get distance.
Ouais, bon, get distance to. Fait que ça va marcher. OK? Fait qu'encore une fois, on veut get distance to. Target is actor. Fait que la distance entre un acteur puis un autre. Le deuxième acteur, c'est la porte, comme c'est ici. Puis le premier acteur, self, c'est le blue. Ouais. Mettons, OK? Là, ça va être le cube. Fait que ça va pas être super. Mais faudrait idéalement, là, faudrait que ce soit le joueur là, qu'on met ici. Mais mettons, on va juste pour la démonstration, on va mettre le cube à côté pour montrer que ça marche. OK, comme ça. Ouais, fait que, voilà. Get distance to. Puis on va utiliser une belle affaire qu'on avait utilisée tantôt. On va utiliser un beau compare. Puis on veut comparer avec, bof, 1000. C'est généreux ça, 1000, on aime ça. Fait que quand on appuie sur E, on compare. C'est quoi la distance entre notre cube puis la porte? Si la distance est plus petite que 1000, on ouvre la porte. Ça va? Fait que là, on va faire ça. Hop, on appuie sur E. Là, ça n'a pas l'air de fonctionner. C'est probablement parce que notre blueprint ici accepte pas les inputs. Auto receive input et disable, il faut mettre ça à player 0. Fait que ça, les objets par défaut vont pas recevoir les inputs que vous mettez. Fait que faut dire au cube qu'il écoute les inputs du joueur. C'est pas une. Là, c'est comme on triche là, pour que ça fonctionne, mais normalement, ça, c'est préférable de ne pas le faire. Alors, encore une fois, peut-être juste pour revoir là, la logique derrière la manipulation, j'ai été dans les défauts de la classe. Dans les défauts de la classe, c'est là que vous allez trouver toutes sortes de choses. On descend jusqu'à input, puis vous pouvez changer ça pour que le blueprint reçoive les inputs d'un joueur en particulier. Par défaut, le joueur qui est utilisé, c'est player 0. Comme ça, voilà. Là, comme vous pouvez voir, hop, le cube est à moins de 1000. On appuie sur E. Le cube ouvre la porte. C'est génial. On adore. Après un bref instant, la porte se ferme. Puis là, si on prenait le cube puis qu'on le tassait vraiment loin, comme ça, hop, là, quand j'appuie sur E, il ne se passe rien. Puis pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien? Si on retourne dans notre merveilleux blueprint, ben, qu'est-ce qu'il y a quand j'appuie sur E? Ça ne fonctionne pas. OK? Là, je me demande en fait pourquoi ça ne fonctionne pas, puis pourquoi on voit pas le. On devrait au moins voir le, le lien se faire entre le E et le compare float, mais des fois quand c'est trop rapide, ça vous allez juste pas le voir. Ça peut arriver là, à l'occasion. Mettons que si c'est juste pour la clarté de l'exemple, on va mettre un print dans le cas où c'est pas bon. Print comme ça ici. Trop loin avec un sad face. Comme ça. Ouais, parfait. Ok, vous voyez, ça passe vraiment. C'est juste que des fois, à l'occasion, puis c'est un bon exemple que ça me fait vous le démontrer, mais des fois, quand c'est bloqué, on va pas toujours voir le lien. Fait que si vous n'êtes pas sûr, ajoutez des prints. OK? Juste histoire de s'assurer. Fait que voilà. Fait que là, on a juste fait une porte qui s'ouvre quand on appuie sur un bouton. Puis là, naturellement, faudrait que ce soit la distance qu'on calcule, il faudrait que ce soit celle du joueur, pas celle du cube, comme c'est ici. OK? Mais on peut clairement voir là, que quand le cube est à une distance, qu'est-ce que j'ai bougé? Où est notre cube? Le cube a vraiment pas été déplacé dans la bonne direction, comme je peux le constater en ce moment. On va le retourner au bercail. Voilà. Si je fais play, hop, on appuie sur E, la porte s'ouvre. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Encore une fois, c'était une démonstration pour vous montrer comment ouvrir la porte. Avec les timelines, encore une fois, ça peut se faire d'autres manières. Vous pouvez faire utiliser là, dans Cinematics, vous pouvez faire une séquence de niveau. Matini, n'utilisez pas ça, ok, c'est un vieux système. Euh,
C'est pour ça que c'est écrit Legacy entre parenthèses. C'est mieux de ne pas s'en servir. Au pire, servez-vous de la séquence. Mais pour ce genre de choses-là, quand c'est des animations assez simples, vous pouvez le faire par Blueprint, puis ça fonctionne très 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 bien. Fait que voilà. Ça, c'était en ce qui concernait l'ouverture de la porte. Ce qu'on va voir ensuite, parce que là, on va quand même en voir plus pour ceux que ça intéresse. Euh, Juste passer en revue comment bien implémenter les blueprints sur des acteurs différents, parce qu'en ce moment, tout ce qu'on fait, on le faisait dans le blueprint de l'acteur, mais normalement, comme dans Unity, ce que vous aimeriez faire, ce serait d'ajouter euh, votre script en component. Comme ça, quand vous voulez, vous pouvez juste le prendre puis faire remove component. On est d'accord pour dire que ça ici, sur mon cube, je ne peux pas cliquer sur mon cube, puis je ne peux pas enlever tout le comportement que j'ai ajouté. Mais ce que vous pouvez faire, c'est à la place, quand vous créez un blueprint, si vous faites un blueprint classe de type actor component, comme ça, mon blueprint component, ben, ça, vous pouvez le donner à n'importe quel acteur. Fait que ça peut être un comportement que vous donnez à n'importe qui. Fait que mon cube, une fois que je l'ai, je pourrais faire add component, puis mon blueprint component, comme ça. Puis là, ça, vous pouvez aller l'éditer dans le blueprint éditeur. C'est ça que je vais éditer. Voilà. Puis ça, vous pouvez lui donner un comportement ici. Fait que comme ça, vous pourriez prendre ce petit composant-là, le mettre à votre cube, le mettre à votre porte, le mettre au plancher, le mettre à ce que vous voulez. Puis si vous ne le voulez plus, vous pouvez le prendre, puis l'enlever. Fait que ça, on va voir ça ensuite avec les implications que ça apporte. Puis on va aussi passer en revue là, comment traiter les game modes, les player controllers, etc. Fait que là, on est rendu à l'étape où on passe en revue ces différentes choses-là qu'on a dans le menu ici, juste afin d'avoir peut-être une meilleure compréhension des différents blueprints que vous pouvez créer dans l'huile. Fait que à tout de suite!